Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr nous écouter également en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs donc dans Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le rallye récent connu par les crypto-monnaies, mais surtout par Bitcoin en octobre. Nous en parlerons dans un instant avec Laurent Auvion, directeur innovation au sein du groupe DLPK. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur les dynamiques à l'œuvre en matière de capital investissement et l'impact que cela peut avoir pour les particuliers intéressés par la classe d'actifs. Nous en parlerons avec Géraldine Métifeux, associée gérante, mais aussi conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et nous en parlerons également avec Alexis Dupont, directeur général de France Invest. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus sur les transferts de PEA avec Alban de la Rétrie, gérant privé au sein de la financière d'Uzès. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble les drivers du rallye qu'a connu Bitcoin sur le dernier mois. En un mois, Bitcoin qui a récupéré 18% de sa valeur, ou en tout cas fait un bond de 18%. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Auvion. Bonjour Laurent Auvion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur innovation du groupe DLPK. Alors on a vu entre début octobre et début novembre, c'était peut-être pas tout à fait au début du mois d'octobre, mais quelques jours après, un Bitcoin qui a clairement fait un bond, on peut le dire ainsi. Je regardais les niveaux, on est passé d'un niveau aux alentours de 25 000 $ à un niveau qui est actuellement aux alentours de 32 000 $. Il est même monté un petit peu au-dessus, puis il est redescendu dernièrement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce rallye Bitcoin, voire rallye crypto, Laurent Auvion ? Alors, il y a plusieurs explications. Effectivement, le Bitcoin, si on prolonge un petit peu et qu'on regarde sur l'ensemble de l'année, donc c'est à peu près 20% de gains sur le mois d'octobre, Bitcoin a doublé depuis le début de l'année, donc on est sur une impulsion haussière qui est quand même extrêmement forte depuis le début de l'année, et Bitcoin, comme à son habitude, tire avec lui l'ensemble du marché des cryptos, ce qu'on appelle les altcoins, et la capitalisation totale qui est passée pratiquement, on était au plus bas, on était à 650 milliards de dollars, et aujourd'hui on est à 1,3 milliard, donc ça a effectivement doublé, donc c'est l'ensemble du marché qui a doublé, drivé par Bitcoin, et Bitcoin reste quand même la grosse locomotive, puisque représente aujourd'hui un peu plus de 50% de la capitalisation totale des actifs numériques. Alors, donc une tendance haussière depuis le début de l'année, mais quand même un rallye à court terme sur le dernier mois. C'est vrai que là, sur le dernier mois, et forcément, quand vous faites 20% de 25 000, c'est pas la même chose que quand vous faites 20% de 15 000. Bien sûr, la hausse est bien plus importante. Donc, ce rallye de ces derniers mois, il est intéressant à plusieurs égards si on se place du point de vue de la gestion de patrimoine, parce que, à notre sens, au sein de Norcia et du groupe DLPK, c'est un rallye qui est basé sur des fondamentaux économiques forts. Je parle de Bitcoin, je ne parle pas nécessairement du reste. Et ces fondamentaux, il faut aller les regarder du côté des États-Unis et de la liste d'attente qui s'allonge de plus en plus sur des institutions financières, et pas des moindres, puisqu'on parle quand même de BlackRock et on parle d'institutions financières très importantes aux États-Unis, qui toutes veulent obtenir la licence et l'agrément pour proposer des ETF spot à l'ensemble de leurs clients. Alors, un ETF spot, c'est ce qui permettra de loger du Bitcoin, par exemple, dans les fonds de pension américains. Je vous laisse imaginer le potentiel et que ça représente en termes d'investissement. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Il existe des ETF sur les cryptos, et notamment sur Bitcoin, mais pas des ETF spot, donc qui valorisent en temps réel, en lien avec le sous-jacent Bitcoin. Alors, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il existe des ETP, des ETF futurs, etc. Donc, c'est possible aujourd'hui d'investir sur Bitcoin ou sur d'autres actifs numériques au travers de sous-jacents qu'on va dire traditionnels, principalement du compte-titre. Mais par exemple, si on regarde en France, vous ne pouvez pas aller sur de l'assurance vie, vous ne pouvez pas aller sur du PER, vous ne pouvez pas aller sur de l'épargne salariale, il y a plein de supports financiers et d'enveloppes fiscales qui sont interdites à Bitcoin et à ce type de produit. Donc cette liste s'allonge, et au-delà de cette liste, on sent aussi qu'aux États-Unis notamment, le travail
de la SEC qui a toujours essayé de repousser pour des arguments qui s'avèrent de plus en plus fallacieux, enfin en tout cas qui sont compris comme étant fallacieux par les politiques, par un certain nombre d'analystes. On voit que la SEC est un peu dans ses retranchements, un peu dans le coin du ring. Elle essaye de donner 2-3 coups, mais voilà, le marché se dit que fatalement, la SEC finira par donner son accord. Et là, si un accord est donné, mais ce sont des milliards, si ce n'est des dizaines de milliards de dollars qui vont venir gonfler la demande en Bitcoin. Alors, Qui pourrait, parlons en conditionnel, mais qui pourrait. Mais alors, ceci dit, qui pourrait, mais quand on regarde en France, l'intérêt au travers de l'étude de la DAN qui est sortie en début d'année, je crois qu'on avait plus de 30% des Français qui s'intéressent aux actifs numériques et qui se disaient prêts à changer de banque si jamais leur institution financière ne leur proposait pas d'investissement. Et donc, en fait, le calcul, entre guillemets, c'est de se dire, si jamais ça devient plus facile d'investir en Bitcoin ou autre, parce que c'est accessible au travers d'ETF qu'on pourrait avoir dans des fonds de pension ou autres, ça viendrait gonfler les investissements et donc potentiellement continuer à faire gonfler la valeur. Mécaniquement, on anticipe, je suis d'accord avec vous, ce sont des anticipations, mais c'est aussi le principe des marchés financiers. Bien sûr, oui. Et c'est en ça que je dis qu'on revient à des logiques un peu plus fondamentales par rapport au marché traditionnel. Donc oui, il y a une anticipation d'une forte pression acheteuse et les investisseurs un peu avertis et aguerris sur Bitcoin se disent, bah oui, ça veut dire qu'on pourrait imaginer une année 2024 tout aussi intéressante et donc aller chercher encore une fois des multiples sur Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies. C'est intéressant parce que si on caricature un peu, on a pu voir quand même le cours du Bitcoin évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'émergence des plateformes d'investissement direct en Bitcoin dans un premier temps et notamment à la fin de l'année dernière. Et là, finalement, ça revient par le côté des ETF et donc des investissements plus traditionnels quelque part. Exactement. Et ce qui est aussi rassurant en termes de fondamental, encore une fois, pour Bitcoin et pour l'ensemble ce qu'on appelle les altcoins et l'ensemble du marché Web3, c'est que parallèlement à cette pression, vous avez une réglementation qui évolue. Bien sûr. Et qui se renforce. Alors, après, on peut discuter, on l'avait fait la dernière fois de la réglementation, mais au moins, en Europe, on voit, en Asie, ça se développe également, et on voit également aux États-Unis que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire que là où la SEC avait dit, OK, c'est un peu, allez-y, faites, et puis on verra a posteriori. On décidera après. Les choses commencent quand même à se normaliser. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les établissements financiers français, par exemple, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, au moment de la loi Pacte, au moment de l'émergence des PSAN, il y avait encore ce regard un peu sceptique en disant « Ok, mais ça n'est qu'un enregistrement, ce sont des petites structures, il y a peu de recul. » Il y avait encore un certain nombre d'excuses. Aujourd'hui, vous avez l'enregistrement qui existe, vous avez l'agrément. SG Forge a été le premier acteur en France agréé. Donc SG Forge, certes, ça n'est pas la Société Générale, mais enfin quand même, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt dans ces établissements financiers-là. Et vous avez des acteurs qui ont 3-4 ans de plus. Je pense à des acteurs comme Conhouse, je pense à des acteurs comme Meria, je pense à des acteurs comme Pemium, qui sont présents en France, qui sont français et qui développent des activités et qui, du coup, se dirigeant vers l'agrément, ont un regard un petit peu plus intéressé. Et en tout cas, en termes de partenariat ou développement de stratégie, qu'elle soit commerciale ou technique, les institutions financières s'y intéressent de très près. Et puis vous avez aussi KCIS. C'est pas rien KCIS en termes de dépositaire, qui est devenu PSAN également. Donc ça veut dire que les établissements financiers traditionnels s'intéressent eux aussi à ces actifs numériques-là. Et au final, ça recréera de la pression acheteuse nécessairement, parce que si elles s'y intéressent, c'est pour pouvoir servir leurs clients. Un mot pour finir. Avant effectivement de voir potentiellement ces ETF, donc spot arriver des États-Unis, il existe des fonds en France, des fonds portés par des organismes financiers traditionnels, mais investis en crypto-monnaie. Eux aussi bénéficient du rallye depuis le début de l'année ? Alors, j'ai regardé plus précisément avant de venir. Alors, quand on parle de fonds, effectivement, on peut parler de fonds sectoriels, c'est-à-dire de fonds qui, comme un fonds factoriel, intelligence artificielle, espace, biotechnologie, enfin peu importe, qui vont investir sur les acteurs qui vont bénéficier de l'émergence de ce nouvel secteur d'activité. Donc là, vous retrouvez ces fonds sectoriels, vous les retrouvez chez Rothschild, vous les retrouvez chez BNY, chez Millennium, Tobam également, Financière d'Arbevel, et ce sont des fonds que vous pouvez retrouver
chez Norcia, certains dans les contrats d'assurance vie, PER, et la totalité en compte titre. Et ces fonds-là, j'ai regardé depuis le début de l'année. Alors, ceux qui sont les plus on va dire les plus prudents, les plus traditionnels, c'est quand même une performance depuis le début de l'année de plus 20 ou plus 25%. Et on peut aller jusqu'à des plus 60-70% chez Mélanion, par exemple, sur l'année. Quand on compare ça au Nasdaq, alors le Nasdaq s'est très bien comporté cette année, mais ça n'est que, entre guillemets, une vingtaine de pourcents. Bien sûr. Je crois que le Dow Jones, c'est avec 3%, le CAC 40, on doit être autour de 8%. Donc on a une surperformance sectorielle sur cette année qui est tout aussi intéressante pour les investisseurs et pour nos amis conseillers en gestion de patrimoine pour leurs clients. On s'arrêtera là-dessus, Laurent Vion, et on rappelle quand même que les performances passées ne présagent pas des performances futures, et que ça reste des actifs risqués. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Vion, directeur innovation au sein du groupe DLPK, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup pour votre invitation. À une prochaine. À une prochaine fois, et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder la classe d'actifs du capital investissement pour les particuliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Géraldine Métifeux. Tout d'abord, bonjour Géraldine Métifeux. Et bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante mais aussi conseiller en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Dupont. Bonjour Alexis Dupont. Bonjour. Directeur général de France Invest. Alors on va commencer avec vous Alexis Dupont pour comprendre effectivement quelles sont les dynamiques à l'œuvre aujourd'hui dans le capital investissement au sens large. C'est-à-dire que dans un second temps, on parlera effectivement de la manière de l'aborder pour les particuliers, mais on peut lire, que ce soit dans des études ou dans des articles, qu'il y aurait une sorte de diminution peut-être de la collecte au premier semestre de cette année dans le monde du capital investissement au sens large. Peut-être juste d'abord pour rappeler le contexte dans lequel tout ça intervient. On est dans un monde qui bouge très rapidement. On a la plus forte hausse de taux de l'histoire de la BCE qui vient de se produire. Donc évidemment, c'est un environnement mouvant où tout doit s'adapter. Le capital investissement, le non-coté, ne fait pas exception. Donc il y a des adaptations qui effectivement sont en cours. On a publié nos chiffres chez France Invest de collecte et d'investissement au premier semestre il y a quelques jours de ça. Et ce qu'on voit, c'est quand même que, bon, évidemment, on est dans un environnement qui est un petit peu plus compliqué. On a des levées de fonds qui prennent plus de temps. Je crois que le point à retenir, c'est vraiment tout prend plus de temps. Les choses sont plus complexes, plus longues. Donc les levées de fonds sont plus longues qu'autrefois. Les levées de fonds de taille importante, qu'on appelle les grandes opérations, sont plus affectées que les petites. Donc c'est plus difficile de lever de l'argent au niveau international, notamment. En lien avec le coût du financement ? Non, en lien avec la hausse des taux, c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels se trouvent de plus en plus contraints par ce qui s'est passé sur leur portefeuille obligataire notamment. Ils ont de moins en moins de marge de manœuvre pour investir sur d'autres segments et donc sont beaucoup plus contraints dans ce qu'ils peuvent faire vis-à-vis des classes d'actifs comme le capital investissement. Donc ça, c'est un point assez important. Et les investissements sont aussi un petit peu en contraction pour ce qui est des grandes opérations, les opérations de financement qui nécessitent des montants de dette importants. Les plus petites opérations, en revanche, ça c'est quelque chose d'assez marquant au niveau français, sont moins affectées. C'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau régional, au niveau local, reste très dynamique en nombre d'opérations. Beaucoup d'entreprises qui ont été accompagnées au cours de ce premier semestre. Si on fait le lien maintenant avec les investisseurs particuliers, toujours avec vous, Alexis Dupont, je crois que France Invest a réalisé un baromètre également où là, pour le coup, on ne parle pas de dynamique, mais de perception d'un point de vue des investisseurs particuliers vis-à-vis de la classe d'actifs capital investissement. Est-ce qu'on sent que les particuliers sont demandeurs de la classe d'actifs aujourd'hui? Puis je vous poserai la même question dans un instant, Géraldine Métifeux. Peut-être déjà avant d'en venir aux perceptions, il y a quand même une dynamique. Ça, on le constate, nous, depuis quelques années. On va remonter jusqu'à 2019 à peu près au moment de la publication de la loi Pacte, mais ça s'est intensifié sur les dernières années. Il y a eu une vraie dynamique de collecte auprès des personnes physiques et des family office, parce qu'en fait, plus que de particuliers, pour le moment, on parle surtout de ce type de profil. Personnes physiques fortunées plutôt et family office. En 2022, on a collecté pas loin de 4,8 milliards d'euros auprès de cette population, donc ça comprend des family office, donc des gens assez sophistiqués. Bien sûr. Mais ça comprend aussi des montants levés, par exemple,
par des unités de compte d'assurance vie de plus en plus importants. Au premier semestre de l'année 2023, ce sont les premiers souscripteurs de la classe d'actifs, donc là encore avec une vision élargie au-delà des particuliers, avec un peu plus de 2,3 milliards collectés sur l'ensemble du premier semestre. Donc il y a une vraie dynamique. Cette dynamique, elle vient d'où ? Effectivement aussi d'une perception, d'un intérêt qu'on ressent de la part de ces souscripteurs pour cette classe d'actifs, pour le sens, c'est-à-dire une classe d'actifs dont on comprend à quoi elle va servir, l'investissement dans les PME, les ETI, ça parle aux gens. Donc on revient sur le côté régional dont vous nous parliez tout à l'heure. D'accord. Ça boucle effectivement à ce niveau-là. Et puis, évidemment, les intérêts en termes de performance de classe d'actifs. Et puis, plus largement, ce qu'on constate dans l'étude qu'on a publiée avec BPI il y a peu de temps, un retour de ceux qui ont déjà essayé. L'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire 90%, je crois, pratiquement, de ceux qui l'ont... 84, merci. Non, de ceux qui l'ont essayé ont envie d'y retourner. Donc, il y a un effet, effectivement, Géraldine Métifeux, Alexis Dupont mettent en avant, effectivement, le fait que c'est une classe d'actifs où on retrouve beaucoup de family office, par exemple, qui investissent. Quand on conseille en gestion de patrimoine des particuliers, qu'ils soient fortunés ou moins, mais en tout cas qui ont envie de gérer leur patrimoine, comment est-ce qu'on aborde la classe d'actifs avec ces deux éléments? L'un, effectivement, on constate que les temps sont plus longs, comme nous l'explique Alexis Dupont, et d'un autre côté, il y a un attrait qui reste, selon en tout cas un certain nombre d'études, toujours présent. Oui, alors nous, on n'est pas les grands ambassadeurs du private equity, et loin s'en faut, mais c'est pas grave parce que c'est au contraire je pense un point de vue pertinent aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a une demande de la part des clients. Mais je pense qu'ils s'attendent à être ardients ou je sais pas quoi. Et donc je pense qu'il y a une attente qui risque d'être plus déçue parce que les retours sur investissement, et notamment quand j'entends que le premier semestre 2023 est principalement dû à des investissements en unités de compte sur les contrats d'assurance vie, donc on peut supposer que... Pardon ? Pas principalement. Non. Ah pardon, j'ai mal entendu. C'est une petite partie, mais c'est une partie qui est croissante. C'est une partie croissante, oui, parce que la classe d'actifs s'ouvre sur les contrats d'assurance et que maintenant il y a du secondaire et tout. J'ai quand même le sentiment qu'une partie de la classe Madame Michu arrive un petit peu peut-être en retard. Peut-être qu'on arrive un petit peu tard sur le financement des sociétés. Et puis l'autre point qui... Dans les deals proposés, par exemple, qu'ils arriveraient dans un second temps après des institutionnels ou... Oui, je pense que globalement, ils s'ouvrent à des particuliers. Après, s'être ouvert, bien sûr, plutôt des institutionnels avec des plus gros tickets. En fait, on ouvre rarement tout de suite aux petits tickets. On ouvre vraisemblablement aux gros tickets qui sont un peu les seeders. Et puis, on ouvre un peu après sur le particulier, quel que soit son ticket. Mais le ticket, et notamment dans votre étude, il y a l'intérêt des CSP+, pour un ticket d'entrée moyen à 1 000 €. Je considère, à titre personnel, que c'est un peu galvaudé cette classe d'actifs qui m'a l'air un petit peu plus élitiste. Maintenant, pourquoi elle est attrayante ? Parce que c'est finalement ce qu'on entend depuis 2008, c'est-à-dire l'attrait pour... c'est Main Street versus Wall Street, c'est-à-dire en fait le concret, bien sûr, au jour le jour. Parce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que la valorisation, comme c'est pas du côté, on n'a pas une valorisation au jour le jour, on a une valorisation qui va arriver au bout de 3 ans, 5 ans, enfin peu importe. Mettons chaque année, mais ils ne vont pas la regarder. Puis de toute façon, ils ne sont pas liquides. C'est du temps long, c'est sûr. C'est des investissements. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas sortir avant 5 ou 6 ans, voire plus. De plus en plus, quand même. Pardon ? De plus en plus. Il y a des dispositifs maintenant qui permettent des fenêtres de sortie pour des véhicules. Moi, j'ai hâte de voir ça avec la hausse des taux et le manque de financement. Mais dans l'absolu, c'est une duration qui est un petit peu longue. En tout cas, c'est pas. C'est sûr. C'est pas quelque chose qui est liquide comme... C'est-à-dire, pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que le sujet, c'est que c'est un investissement de long terme ou qu'on est bloqué dans l'investissement. On est bloqué dans l'investissement. On est bloqué dans l'investissement. On est complètement bloqué. Là, pour le coup, c'est pas un discours commercial d'une banque ou de je sais pas qui, c'est qu'on est littéralement bloqué dans l'investissement. Alexis Dupont, si vous voulez... Ce que vous dites est juste sur le modèle d'origine, c'est-à-dire qu'on vient de fonds qui sont fermés pour des horizons de temps longs, parce que la création de valeur se fait sur le temps long. En fait, on ne sait pas faire autrement dans ce métier, c'est pas de la spéculation, donc on reste 5-7 ans dans les entreprises. Donc ce temps long, il est quelque part indissociable de l'investissement en capital investissement. Et de ce point de vue-là, vous avez raison. Je pense que quelqu'un qui n'aurait pas la capacité de s'inscrire dans le temps long et puis de rester dans des schémas relativement fermés pendant cette période-là pourrait avoir des difficultés à aller dans cette classe d'actifs. C'est peut-être pas la bonne cible. Maintenant, il y a de plus en plus d'outils quand même qui se développent. Il y a l'arrivée d'ELTIF 2 au niveau européen dans peu de temps qui va permettre aussi de déverrouiller un tout petit peu ce point de blocage-là. Pardon, voilà. Mais pour le déverrouiller, on fait comment ? Il y a un petit peu plus d'actifs liquides dans les... Donc, il y aura un peu moins la rentabilité. Ah oui, c'est un arbitrage à trouver. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le vrai private equity, ce qu'on a vu à la télé, etc., ça marche pas pour le truc à 1 000 € et le truc liquide, ça marchera pas.
Ce que vous dites, Géraldine Métifeux, c'est que globalement, quand on va en tant que particulier faire du capital investissement, on s'attend à faire comme les institutionnels, alors que finalement, c'est pas la même offre qu'on a quand on est particulier, c'est ça? Peut-être pas toujours. Alors, peut-être pas toujours. Alexis Dupont, je pense que vous soulevez un point intéressant. Historiquement, en fait, le monde des particuliers dans le capital investissement et de l'institutionnel était complètement dissocié. C'était deux silos qui fonctionnaient à part avec leur circuit de collecte et leurs gestionnaires qui n'étaient pas les mêmes. En fait, ce qu'on voit depuis quelques années et qui est un vrai driver de cette croissance du nombre de souscriptions, ce sont des gens qui viennent du monde de l'institutionnel, donc qui géraient de l'argent exclusivement pour des institutionnels, qui petit à petit adaptent leurs produits via des fonds miroirs, donc qui font du co-investissement, qui investissent en parallèle de leur stratégie institutionnelle. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met le meilleur de la gestion institutionnelle au service des épargnants. Ce ne sera forcément pas avec les mêmes rentabilités, sinon ce serait trop beau. Alors d'abord, il peut y avoir des frais qui sont différents puisque les frais de gestion ne sont pas les mêmes pour un institutionnel et un épargnant. Il y a des frais de distribution, donc ça c'est assez normal. Je pense qu'il y a des différences qui s'expliquent. Et après, en revanche, le mode de gestion devient exactement le même. Donc vous avez un parallélisme qui se fait et après, il y a des arbitrages. Si vous choisissez d'avoir plus de liquidité avec ces dispositifs dont on parlait, peut-être que vous aurez un petit peu moins de rendement. Si vous avez une stratégie plus pure, voilà, c'est... Donc vous n'êtes pas une grande ambassadrice du capital investissement, Géraldine Métifeux, c'est ce qu'il faut comprendre dans une stratégie de diversification. Est-ce que quand exactement. Non mais exactement. Mais en fait, je préfère le réserver à mes clients qui ont les moyens, plutôt qu'on se retrouve avec quelqu'un qui va être un peu déçu d'avoir un rendement qui ne sera pas du tout 15% de TRI promis, parce que c'était avant, en plus, l'augmentation des taux et ainsi de suite. Bien sûr. Oui. Et puis, en donnant ces pourcentage-là de rendement, c'est comme si on n'avait jamais de défaut dans le private equity, qu'en fait, on n'avait que des gens qui gagnaient de l'argent et par définition... Forcément, il y a des gens qui en gagnent moins, il y a des boîtes qui marchent moins bien. On a vu des licornes, faire faillite ou être reprises à que dalle. Donc, il faut quand même dire les choses avec question. Je pense que pour des gens avertis, ou alors pour des très petits montants, des gens qui n'attendent pas du 15%, sauf sur un coup de bol incroyable, pourquoi pas, ou sur des gens avertis qui vont, sur 10 millions d'euros, consacrer 200, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 euros à cet investissement-là, sur une durée qui va être de 6 ans, 7 ans, 8 ans globalement, pourquoi pas? Mais considérer que c'est la nouvelle classe d'actifs qui a remplacé le fonds euro, le fonds diversifié ou je sais pas quoi, je n'y crois pas du tout. Et alors, ce qu'on dit d'ailleurs. Non, mais pas forcément vous, mais je sais bien. On voit des gens vendre des choses et parfois c'est mal vendu. Une question peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par la classe d'actifs. Est-ce qu'on peut aussi avoir une stratégie de diversification au sein de la classe d'actifs? Parce qu'effectivement, il y a des niveaux de risque différents, parfois aussi au sein même du capital investissement. Alors, Géraldine ou Alexis Dupont, comme vous. Par défaut, ça existe, mais c'est là où je vais retrouver la difficulté on va être sur cette classe d'actifs, mais diluée parce qu'elle va être un peu plus liquide, diluée parce qu'il y aura forcément un peu plus de frais. Et donc, on ne sera pas sur la classe d'actifs pure. Néanmoins, on sera diversifié. Donc, on va diversifier son risque, mais on va aussi diversifier son rendement, probablement. Donc, c'est juste ce point-là auquel je m'attache. Bien sûr, mais peut-être que 2024-2025 sont des meilleures années, peut-être que 2022-2023 pour les gens qui vont investir, parce que justement, là, on aura un regard plus dur sur les boîtes sur lesquelles on va investir et donc peut-être un peu plus de réussite pour ceux qui investiront dès à présent. Mais alors, on l'a constaté historiquement, les millésimes pour les institutionnels, mais ça pourrait s'appliquer aux épargnants particuliers aussi, les millésimes de fonds de sortie de périodes un petit peu plus compliquées, généralement se comportent très très bien, parce que les entreprises qu'on accompagne ont les moyens, mieux que leurs concurrents, et donc s'en sortent généralement dans de meilleures conditions que leurs pairs. Donc ça, c'est déjà un élément à avoir en tête. Le deuxième, c'est qu'effectivement, c'est pas une classe d'actifs sans risque, c'est pas forcément pour tout le monde, mais il y a de la place pour en avoir un petit peu plus dans le portefeuille des Français. Aujourd'hui, c'est quasiment zéro. On sait tous que cette classe d'actifs peut apporter à l'économie, au financement des entreprises en général. Donc on pense qu'il y a un équilibre à trouver et qu'il faut qu'on arrive à le trouver parce que les épargnants sont demandeurs et on a des choses à leur apporter. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Alexis Dupont, directeur général de France Invest. Merci Géraldine Métifeux, associée gérante et conseiller en gestion de patrimoine chez Alter Egal, de vous être prêté à l'exercice. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Alban de la Rétrie. Bonjour Alban de la Rétrie. Bonjour. Vous êtes gérant privé au sein de la financière d'Uzès et nous allons tenter de comprendre ensemble comment transférer son PEA dans les meilleures conditions, Alban de la Rétrie.
Exactement, voilà, parce que le PEA, donc, qui est un compte-titre, qui est une enveloppe fiscale, a tout son intérêt dans l'épargne de nos clients. Bien sûr. C'est un très bon produit pour détenir des titres en direct sur le long terme, avec une fiscalité qui est douce, ce qui plaît beaucoup donc à nos épargnants. épargnants. Et alors pourquoi vouloir transférer son PEA avant même de se demander quelles sont les conditions auxquelles on peut le faire? Exactement. Donc un PEA, c'est une enveloppe fiscale avec une antériorité qui a ses avantages principaux au bout de 5 ans. Et on peut le transférer d'une banque à une autre, ou d'une compagnie à une autre, ou d'un courtier à un autre, pour avoir une meilleure gestion, pour changer de gérant si on n'est pas content de son gérant, ouais. Si on souhaite avoir une offre un peu différente, parce que le PEA est un produit global qui donne accès à 28 pays, par exemple, dans l'Union européenne, enfin de la CEE, très exactement. Bien sûr. Mais tous les produits et toutes les banques ne proposent pas la globalité de ce service. Donc si on veut avoir accès à un PEA plus large, eh ben on peut changer de banque, changer de courtier, ce qui pose parfois des problèmes. Ah bah, j'allais vous demander si c'était facile, donc mécaniquement pas toujours, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors c'est facile dans 80% des cas, D'accord, et il y a quand même 20% des cas pour lesquels on a des problèmes, et c'est d'ailleurs la première raison de saisine du médiateur de l'AMF. D'accord. Vous voyez, c'est pas rien. Et alors, il se passe quoi quand on veut transférer un PEA? D'abord, on ouvre un PEA chez son nouveau courtier. D'accord. Ou chez son nouveau banquier. Donc on est à la tête de 2 PEA. Pendant quelques temps, on a 2 PEA. Ensuite, on envoie une lettre de transfert avec son IBAN, son certificat d'identification pour un PEA. Et ensuite, on attend donc le transfert des titres, puis des espèces, puis du bulletin d'information fiscale. D'accord. Qui est la partie très importante, puisque c'est ça qui donne l'antériorité du PEA et qui permet la transmission fiscale de ce PEA. D'accord. Voilà. La fiscalité ne change pas que ce soit d'une banque ou d'une autre. C'est simplement. La fiscalité ne change pas, mais c'est important compte tenu de ces avantages fiscaux qui arrivent au bout de 5 ans. C'est important d'avoir l'antériorité fiscale du PEA. En plus, vous avez dans le PEA la seule chose qui est fiscalisée, ce sont les plus-values qui sont en fait taxées aux prélèvements sociaux. Et dans les vieux PEA, on a eu, vous savez, dans l'histoire, tout un tas de taux de prélèvements sociaux. Et donc, les PEA sont taxés à 17,2%, ce qui est le taux actuel, s'ils sont récents, mais s'ils sont anciens, ils profitent encore des différents taux. Et donc, c'est très important d'avoir l'historique. D'avoir tout l'historique. Et une fois qu'on a reçu le bulletin et que les fonds ont été transférés, du coup, on ferme le premier PEA. Le PEA est fermé, le nouveau vit, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, bah tout a l'air simple alors. Tout a l'air simple. Le problème, exactement, c'est qu'il arrive malheureusement souvent que ce transfert dure. Pour plusieurs raisons. La raison principale en général, c'est que le dossier administratif pour le transfert n'est pas complet. D'accord. Parce que selon les banques, évidemment, chacune a son propre... Qui remplit le dossier ? Alors, soit c'est le client final, D'accord. s'il est tout seul, s'il n'est pas accompagné, soit c'est un gérant privé comme moi. D'accord, mais ça n'est pas la financière du D'accord, je comprends. Ouais. Voilà, et donc... Quand on est accompagné, c'est facile. Quand on est seul, parfois, ça peut être plus compliqué. Sachant que chaque banque a ses particularités et que ce qui a lieu à la financière d'usage n'aura pas forcément lieu chez BNP ou chez un autre. D'accord, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire. Donc chacune a ses modalités. Et donc si les modalités ne sont pas remplies, eh ben, ça va bloquer le dossier. Si par exemple, un compte dans le PEA, vous avez des titres non cotés, parce qu'on peut faire du private equity dans un PEA, bien sûr, ce qui peut être très intéressant puisqu'on est défiscalisé sur les plus-values. Mais il y a des banques qui acceptent le non-coté, d'autres banques qui n'acceptent pas. Donc si vous avez du non-coté dans un PEA et que vous voulez le faire transférer dans une banque qui n'en accepte pas, ça va bloquer le dossier. Il vaut mieux se renseigner avant. Donc. Il vaut mieux se renseigner avant. Ça, c'était un de mes conseils. Bien sûr, c'est bien se renseigner sur ce qu'on peut faire dans le PEA cible, bien sûr, par rapport à son PEA d'origine. Voilà, ça c'est très important. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que les délais de transfert peuvent avoir un impact sur la performance des titres ? Alors bien évidemment, parce que pendant ce délai de transfert, le PEA, il est bloqué. D'accord. Vous ne pouvez pas intervenir ni à l'achat ni à la vente. Donc quand tout va bien, ça peut prendre 15 jours minimum, un mois.
Quand ça va mal, ça peut prendre 3, 4, 6 mois, voire 1 an parfois. Bien sûr. Là, vous avez donc une grosse perte de chance et un risque sur le marché. Moralité, renseignez-vous bien sur la meilleure façon de transférer votre PEA. Merci beaucoup Alban de la Rétrie de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes gérant privé au sein de la financière d'Uzès et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.